J'arrêterai le partage. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire d'Acte International sur le classement douanier, quelle mise à jour pour 2025. Donc, je suis Claire Bedouin, je suis experte en classement douanier et veille réglementaire. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Didier Legras. Bonjour à tout le monde. Bonjour Didier, qui est expert en ingénierie douanière et fiscale. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble à vous parler des classements douaniers. Je vais vous partager notre présentation. J'espère que tout le monde voit bien. Voilà. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. Et nous sommes ensemble pour 1 heure. Et nous prendrons 10-15 minutes en fin de séance pour répondre à vos questions. Voilà. Questions que vous pouvez nous envoyer par l'intermédiaire du chat de Teams. Et donc, nous vous répondrons en fin de séance. Donc, tout d'abord, je voulais simplement vous rappeler que Acte International intervient sur 3 grands domaines de compétences, donc le transport, logistique et distribution internationale, l'ingénierie douanière et fiscale internationale et la RSE, dont les réglementations viennent de plus en plus s'imbriquer. Voilà, dans les questions douanières. Donc, nous pouvons vous proposer 4 types de prestations, en plus du pilotage opérationnel, vos opérations de transport et ou de dédouanement. Nous pouvons vous accompagner au sein de missions d'expertise quand vous avez des problématiques très particulières à résoudre. Nous vous proposons également de l'assistance technique sous forme de hotline quand vous êtes pressé de résoudre un problème, un blocage. Oui. Voilà, et puis enfin, nous vous proposons des formations, car nous avons un pôle formation, dont certaines formations sont référencées par la douane, donc sur différentes thématiques, douane, transport et RSE. Voilà, donc on va passer tout de suite à notre sujet du jour, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire sur ces questions-là. D'abord, nous repréciserons ce qu'est l'espèce tarifaire. Ensuite, nous parlerons des outils qui servent à déterminer l'espèce tarifaire. Puis, nous parlerons du RTC. Oui, puisqu'il y a eu des changements depuis la fin de l'année. Voilà. Et puis ensuite, nous expliquerons également ce qu'est un avis de classement en prenant un exemple précis parmi les récents avis publiés. Et enfin, nous parlerons des nouveautés pour 2025. Donc, tout d'abord, on va repréciser un petit peu ce qu'est l'espèce tarifaire. Oui. Alors, on va juste pour... merci Claire. Pour d'abord recentrer le sujet, rappeler que concernant l'espèce tarifaire, donc la détermination du code douanier des marchandises, il y a une organisation mondiale qui existe, qui est l'Organisation mondiale des douanes, qui traite du sujet, qui représente beaucoup de pays, parce que ça représente 186 pays, et qui, effectivement, fait des mises à jour, on en parlera. Mais en tout cas, que ce soit l'Union européenne ou tous les pays membres, suivent l'organisation mondiale des douanes. Et donc, c'est cette organisation-là qui met à jour et qui traite du sujet du classement douanier à travers l'outil tarif douanier. Pour repréciser ce que c'est que l'espèce tarifaire, on va définir que c'est un langage douanier, en fait, qui est un langage douanier mondial, qui s'exprime sous la forme d'une codification et qui définit la nature d'un produit ou de différents produits, puisque suivant les nomenclatures, ça pourrait être un groupe de produits ou quelquefois juste un seul produit. Et que ce langage mondial, il est repris dans un outil qu'on appelle le tarif douanier, qui est un outil qui hiérarchise justement le sujet
La hiérarchisation, on peut peut-être la préciser tout de suite d'ailleurs, hein, c'est le fait de regrouper les produits par d'abord ce qu'on appelle des sections, donc là qui sont des grands regroupements de produits, qui sont elles-mêmes divisés par des chapitres. Et puis les chapitres, eux, ils sont divisés par des positions douanières. Et enfin, on arrive à la sous-division ultime, qui est la sous-division qui est constituée par la nomenclature complète à 10 chiffres. Voilà. Tout de suite dire aussi, puisque j'ai évoqué le sujet de l'Organisation mondiale des douanes, que sur le sujet de cette codification-là, l'harmonisation maximum est de 6 chiffres, 4 dans certains pays seulement, et que sur les 10 chiffres qui constituent la nomenclature complète, les 4 derniers chiffres sont gérés sur le territoire communautaire par l'Union européenne. Voilà ce qu'on peut déjà définir sur ce sujet-là. Et pour peut-être démystifier le sujet, peut-être en termes de langage, Il y a beaucoup de possibilités de définir ce sujet-là en termes de langage, celui qui est le plus utilisé souvent par les entreprises, hein, c'est le SH code, oui. puisque SH, bah, ça veut dire système harmonisé, c'est ce qu'on évoquait, hein, par l'Organisation mondiale des douanes. Ce SH code, souvent d'ailleurs, il s'exprime sous 6 chiffres, sous 8 chiffres ou sous 10 chiffres, suivant les pays, souvent, ce qui est repris également sur les factures. La dénomination, le langage officiel en français qui est géré par la douane, c'est la dénomination espèce tarifaire, ce qu'on entend souvent quand la douane discute du sujet ou nous conteste éventuellement sur le sujet. Et il y a une dénomination qui revient assez souvent, qui est le terme position douanière. C'est assez précis, ça définit les 4 premiers chiffres de la nomenclature douanière. Après, il y a le terme code douanier, effectivement, qu'on entend assez souvent, hein. Et puis après, le terme nomenclature. Pourquoi nomenclature? Puisque, bah oui, c'est des chiffres, c'est une codification chiffrée. Et le code tarique, c'est la dénomination de la nomenclature complète à 10 chiffres. Pourquoi tarique? Parce qu'au sein de la Commission européenne, la partie de la Commission européenne qui gère le classement douanier, elle s'appelle la partie tarique, en fait, tout simplement. Voilà, donc tous ces termes-là bah, situent le même sujet, c'est-à-dire qu'on parle effectivement de la codification qui permettra de définir la nature du produit, qui à un moment donné va faire l'objet d'une déclaration en douane quand on va faire franchir une frontière à du matériel, à des marchandises. Alors, on vous propose de participer à un sondage, si vous le voulez bien. Donc, on voulait vous demander comment déterminez-vous, pardon, le classement douanier de vos produits. Alors, est-ce que réponse A, vous l'organisez en interne, B, via l'intermédiaire d'un prestataire de services extérieur, ou les deux, c'est-à-dire que vous déterminez un certain nombre de codes douaniers euh, tout seul, et Oui. puis vous sous-traitez peut-être certains produits un peu plus complexes. Ouais, par exemple. Oui. Oui. Alors, pour les résultats, on a à peu près 56% pour organisation interne, D'accord. 37% les deux, et 9% pour prestataire de services extérieurs. Voilà, sur 85 réponses. Ah, c'est intéressant, hein, parce que ça sous-entend que les entreprises gèrent de façon majoritairement leur placement en interne. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est bien géré, mais ça veut dire que les entreprises, en tout cas, essayent de le gérer en interne et font peu appel à des prestataires de services pour gérer le sujet. Alors après, les entreprises, c'est sûr que c'est elles qui connaissent le mieux leurs produits, donc Alors, si elles, voilà. si elles le fabriquent, par contre, si elles l'importent ou si elles font de l'achat-revente, elles ne connaissent pas forcément les produits. C'est vrai. Alors d'ailleurs, il y a une question qui revient souvent sur le sujet, à savoir est-ce que sur les factures doivent apparaître la nomenclature douanière des produits. Il faut juste rappeler qu'il n'y a aucune obligation internationale sur le sujet, que par contre, dans la pratique
des échanges mondiaux, cette mention apparaissant sur la facture permet de faire fluidifier la chaîne logistique, puisque du coup, souvent ceux qui émettent les déclarations, ce ne sont pas les importateurs-exportateurs, ce sont des prestataires de services qui sont mandatés, ce qu'on appelle nous en Europe peut-être des transporteurs ou des transitaires, et que ces gens-là, eux, ils ne connaissent pas évidemment la nature de la marchandise, donc ils ont besoin d'avoir cette nomenclature sur la facture pour pouvoir déclarer la marchandise, tout simplement. Alors, on voulait vous donner un exemple d'un produit du quotidien. Donc, on a choisi la brosse à cheveux, dont le code tarif qui est donc le 96 03 29 30 00. Donc, on est donc au chapitre 96, comme on vous expliquait. Donc, on travaille par section puis par chapitre. Donc, là, on est dans le chapitre 96 pour la brosse à cheveux, qui est le chapitre des ouvrages divers. Donc ensuite, la position douanière, c'est le 9603, donc les quatre premiers chiffres, voilà, c'est ça. Voilà, qui vont cerner un peu plus le produit. Donc là, dans ce chapitre-là, donc le 9603, cette position, elle reprend tout ce qui est article de brosserie. On va y trouver les brosses à dents, les brosses à cheveux, les balais brosses, etc. Donc ensuite, on descend sous position douanière, donc ce sont les 6 premiers chiffres, et donc harmonisation mondiale maximum. Maximum, oui. Voilà. Ensuite, avec les 8 premiers chiffres, on arrive à la nomenclature combinée. Donc vous vous servez notamment pour faire les déclarations des menus. Oui, déclaration statistique mensuelle concernant les échanges communautaires, en fait, qui s'appelait avant les déclarations d'échange de biens, qui s'appellent maintenant les déclarations EMEBI. Et cette nomenclature à 8 chiffres, oui, est obligatoire pour les établir. Oui. Et ensuite, donc, on arrive au tarif. Donc, les 2 zéros de la fin. Et donc, pour cet exemple-là, on a vraiment l'article dénommé sur le territoire communautaire, voilà, puisque le code des chiffres, il concerne le territoire communautaire. En tout cas, les 4 derniers chiffres concernent le territoire communautaire. Voilà. Je veux dire que donc la nomenclature tarique, elle va servir à établir les déclarations en douane à l'entrée ou à la sortie du territoire communautaire, et que je reviens sur le sujet de la mention sur la facture. Le débat souvent, c'est est-ce qu'on reprend 10 chiffres ou est-ce qu'on prend 8 chiffres ou 6 chiffres? Et c'est vrai que si on reprend les 10 chiffres au départ ici, si on vend par exemple le produit au départ, pour celui qui va faire la déclaration de douane, il aura la nomenclature complète, donc il va reprendre cette nomenclature complète. Par contre, dans le pays de destination, les 4 derniers chiffres ne correspondront pas aux 4 derniers chiffres du pays de destination, donc ça peut poser des problèmes. Et puis, par contre, si on reprend sur la facture au départ 6 chiffres seulement, ce qui peut être intéressant, puisque du coup, les 6 chiffres sont valables normalement dans le pays de destination, celui qui va faire la déclaration au départ, il lui manquera les 4 premiers chiffres. Donc, il faudra lui donner des instructions d'une autre manière à ce moment-là. Alors, là, on voulait vous préciser à quoi sert une nomenclature douanière. Donc, on le disait, à vendre et à acheter des marchandises en dehors de son pays, à établir des statistiques également, et puis à déterminer les droits et taxes et les réglementations applicables aux produits. Oui. Alors, on peut revenir notamment sur ce sujet-là. Alors, les statistiques, juste rappeler que les statistiques, c'est extrêmement important pour tous les États dans le monde, bien évidemment, et que les statistiques du commerce extérieur, elles sont alimentées par les déclarations en douane, évidemment. Quand on parle de l'espèce tarifaire, donc au sens de la réglementation, cette nomenclature, elle va servir d'abord à gérer la statistique, on vient de le dire, mais elle va servir à gérer plein de choses derrière, c'est-à-dire la fiscalité, on va en reparler, mais de la réglementation. Et la réglementation aujourd'hui, en Europe en tout cas, elle se décline sous la forme de code additionnel qu'on prendra sur les déclarations en douane, qu'on va retrouver dans le tarif douanier communautaire.
Et ces codes additionnels, on les appelle, alors je ne sais pas, mais on peut les définir quand même, on les appelle souvent les codes additionnels nationaux, les CANA, les codes additionnels communautaires, les CACO, et puis les dispositions tarifaires particulières. Et ces codifications-là, elles sont reprises sur les déclarations en douane. On y reviendra, mais en termes de responsabilité, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, c'est celui qui émet la déclaration en douane en tant qu'importateur ou en tant qu'exportateur, donc l'entreprise qui vend ou qui achète, qui est responsable de ces codes-là et qui devrait normalement les connaître et les gérer, alors qu'on se rend compte que dans la pratique, très souvent, les entreprises ne connaissent pas ces codes-là et que ce sont les représentants de douane enregistrés qui sont mandatés pour faire la déclaration en douane qui les déterminent. Ben, eux, ils les connaissent puisqu'ils les utilisent pour établir la déclaration en douane. Mais normalement, ces réglementations-là, elles devraient être connues des entreprises. Et là, il y a un gap, effectivement, qui est assez important et qui fait qu'on se rend compte que l'utilisation de nomenclature, ça n'est pas que pour émettre une déclaration de douane, c'est pour définir plein de choses qui découlent de tout ça. Et d'engager des responsabilités également. Donc ça, c'est important. Il faut le rappeler. Alors, à qui sert une nomenclature douanière? Eh bien, déjà, dans un premier temps, aux administrations douanières, aux administrations fiscales et également aux importateurs-exportateurs. Donc, au sein de l'entreprise, ça va concerner les services achat, import, vente, export et comptabilité. Oui, alors l'administration douanière, on va rappeler le sujet. La première mission dans tous les pays du monde, hein, la première mission, c'est une mission fiscale. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette administration-là, pour cette raison-là, a tendance, bien sûr, à faire des contrôles, ce qui est normal, ça fait partie des missions de la douane, et que donc on peut être contesté, bien sûr, par les douanes sur une nomenclature douanière qu'on aura définie, du coup, et que dans le cas d'une contestation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la douane a le droit de contester, évidemment, mais ce n'est pas pour ça qu'elle a raison, forcément. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on va définir une nomenclature douanière ou un code douanier, normalement, si on le travaille en interne, on va le définir après, on verra à partir de quels outils on travaille le sujet, mais ça veut dire qu'on doit pouvoir défendre sa définition, pourquoi on a défini ce code-là, et pouvoir se défendre si l'administration des douanes nous conteste quelque chose, soit au moment des... Argumenter, quoi. Argumenter, oui, c'est ça, voilà. La douane peut contester soit au moment de l'établissement de la déclaration de douane, mais il faut aussi rappeler que la douane peut contester bien plus loin derrière, puisqu'elle a 3 ans plus l'année en cours, c'est-à-dire 4 ans, pour contrôler les déclarations de douane. Ça veut dire que le sujet de l'espèce tarifaire, quand on établit une déclaration en douane, si à un moment donné on se dit ouf, ah c'est passé, je n'ai pas été contrôlé, c'est faux, puisque le risque il perdure pendant 4 ans. Tout à fait. L'administration fiscale, je voudrais juste rappeler aussi quelque chose. L'administration fiscale utilise le sujet de l'espèce tarifaire, notamment pour des questions de taxes, taxes internes, notamment pour les alcools, par exemple, pour les assises. Mais le sujet, on l'a vu, dès qu'on va vendre en dehors du territoire national, c'est le sujet des déclarations EEM-EBI. Et aujourd'hui, depuis le changement réglementaire sur le sujet, les déclarations EBI sont validées par les douanes, mais par contre, il y a un volet, notamment à la vente, qui est géré maintenant par les impôts. Et c'est les impôts qui font le contrôle sur ce sujet-là. Et donc, obligatoirement, l'administration fiscale gère également le sujet de l'espèce tarifaire qui est déclarée et peut contester éventuellement quelque chose sur le sujet. Alors, quels sont les outils pour déterminer l'espèce tarifaire? Il y en a plusieurs. Alors oui, il y a beaucoup d'outils. Celui que vous utilisez très souvent, c'est le tarif douanier. Oui. Alors, il est appelé comme ça en français, hein, mais c'est la base de données où on va retrouver toutes les nomenclatures, en fait. Hein. Ce tarif douanier, donc, il est disponible de différentes façons. Alors, en France,
via le portail de la douane, hein, douane.gouv.fr. On va retrouver dans ce portail l'outil RITA, qui veut dire référentiel intégré du tarif automatisé. C'est pompeux, mais c'est le tarif douanier. Il est gratuit, il est fourni gratuitement par la douane française. Par contre, il n'est pas très convivial d'utilisation, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que... Il a été mis en place il y a longtemps. Il y a longtemps, ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais son avantage, c'est qu'on y retrouve vraiment tout. Ah oui, oui, on peut retrouver, alors tout, on verra on va pas retrouver par exemple les notes explicatives qui sont émises par l'OMD, mais par contre, on va retrouver toute la fiscalité, toute la réglementation, les notes explicatives communautaires par exemple. Par contre, pour retrouver toutes ces informations-là, ça va prendre un peu de temps parce que ça va fonctionner par requête successive, on va dire ça comme ça. Sinon, ce tarif douanier-là, on le retrouve sur le portail communautaire. Si on tape TARIC sur Internet, on va retrouver le tarif douanier qui nous est communiqué par l'Union européenne, en fait, hein, d'accord? La seule différence entre RITA et cette communication de l'Union européenne, c'est que dans RITA, on va retrouver la nomenclature à 10 chiffres, alors que dans TARIC, on ne retrouvera que la nomenclature combinée, je vais y arriver, à 8 chiffres. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, alors on ne va pas faire l'historique, mais l'Union européenne communique que sur 8 chiffres au niveau des communications officielles, parce qu'au tout début, lorsque l'Union européenne a été mise en place, il n'y avait pas d'harmonisation communautaire complète sur les 10 chiffres. Il n'y avait qu'une harmonisation sur les 8 chiffres. C'est pour ça que pour le moment, TARIC, quand on se rend dans l'outil TARIC, on n'a que les 8 premiers chiffres et pas les 10 chiffres. Et puis en dehors de ça, il existe des outils privés. Alors en France, il en existe plusieurs maintenant, ce qui est bien parce qu'avant, il n'y en existait qu'un. Dans ces outils privés, alors bien sûr, il va falloir s'abonner, hein, il va falloir payer. Mais ce sont des outils payants. Voilà. Mais dans ces outils privés, on va retrouver également toutes les informations. Alors d'ailleurs, notamment les notes effectives que je vais évoquer après, qui sont émises par l'OMD. Et évidemment, dans ces outils privés, ça sera beaucoup plus convivial d'utilisation, puisque ce sont des outils qui sont faits pour des utilisateurs qui ont l'habitude de travailler ce sujet. Et ces outils privés, il faut le dire, hein, ils sont utilisés par tous les prestataires de services, tous les représentants non enregistrés. Aucun représentant non enregistré travaille dans RITA ou dans TARIC, il faut le savoir. Travaillent dans RITA et dans TARIC souvent les entreprises, hein, justement, qui gèrent leur placement douanier, etc. Et puis la douane, en France, travaille dans RITA, clairement. Donc voilà, donc ça c'est le premier outil, c'est le point de départ, en fait, de la détermination de l'espèce tarifaire. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'autres outils qui utilisent, et là, ce qui pose problème, c'est que souvent les entreprises n'ont pas connaissance de ces autres outils. Alors, ce qu'il faut dire sur le sujet, c'est que ce tarif douanier, il ne peut s'utiliser d'abord qu'à travers un premier filtre qui est constitué par ce qu'on appelle les 6 règles générales d'interprétation de la nomenclature. Il installe en fait la méthodologie de travail. Oui, en fait, c'est 6 grandes règles qui vont définir en gros comment je dois travailler le classement douanier. Alors, pour vous donner un exemple, dans la première règle, la règle 1, on va définir dans le tarif douanier qu'est-ce qui a une valeur juridique. Ben, on verra que la valeur juridique, c'est le libellé des 4 premiers chiffres donc de la position douanière, mais pas libellé de section, pas libellé de chapitre, par exemple. Dans la règle 2, on parlera du classement douanier de produits qui peuvent être démontés ou des choses comme ça. Dans la règle 3, on parlera du classement douanier des produits composites, soit qui ont plusieurs matières, soit qui se présentent sous forme de sets ou des choses comme ça. Voilà. Donc ces 6 règles générales, elles sont gratuites, on les retrouve sur Internet. Elles sont diffusées par l'Organisation mondiale des douanes. Et c'est important pour ceux qui travaillent le classement douanier en interne de savoir qu'elles existent et surtout de les consulter. Alors même si au départ, quand on ne les connaît pas et qu'on les lit, ça semble ingérable en termes de compréhension,
il faut essayer de se faire aider pour comprendre ce qu'elle veut dire. Et c'est important de les connaître, oui, parce que c'est la douane, par exemple, quand elle travaille sur le classement douanier, son premier filtre, elle le définit toujours par des règles générales, tout le temps. Ensuite, il y a des notes explicatives qui expliquent ce que l'on peut trouver dans les sections, dans les chapitres et dans les positions douanières. Il y a deux types de notes explicatives qui existent. Il y a d'abord les notes explicatives qui sont émises par l'OMD, qu'on appelle les NESH, en fait, qu'on utilise nous continuellement. La difficulté sur ces notes explicatives, c'est qu'elles ne sont pas diffusées gratuitement par l'Organisation mondiale des douanes et sont payantes. Et en Europe, la douane ne nous les communique pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'abonner à ces notes-là pour pouvoir les obtenir. On ne les trouve pas sur Internet gratuitement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour s'abonner, il faut s'abonner à des outils privés qui sont des outils en fait de gestion d'exploitation douanière. Et dans ces outils-là, on retrouvera les notes explicatives de l'OMD. Et ça, c'est primordial pour gérer le classement douanier, puisqu'on retrouvera toutes les informations qui définissent ce qui peut se trouver dans une section, dans un chapitre ou dans une position, avec des exclusions éventuellement et des tas d'informations. Oui, toutes les caractéristiques des produits pour bien cerner. Voilà, les caractéristiques, ce qui peut être compris à un moment donné pour telle position douanière, par exemple, ce qui éventuellement peut se classer ailleurs, et il y a des propositions à ce moment-là, et puis ce qui carrément exclut pour telle raison de la position douanière. Parce que parfois, pour un produit, on peut hésiter aussi entre plusieurs, Et oui, même plusieurs chapitres. bien sûr, On prend en compte c'est ça. Un classement par la fonction ou par la composition du produit. Absolument. On peut se poser la question, ça permet de... Voilà, faut vraiment aller les lire, les décrypter pour voir à quelle catégorie correspond. Je vois mieux l'heure comme ça. Correspond notre produit. Oui, alors dernière chose que je voulais dire, il existe des notes explicatives communautaires qui, elles, sont gratuites, qu'on retrouve sur Internet. Il y a deux raisons pour lesquelles elles existent. La première, c'est que les notes explicatives du système harmonisé, elles sont diffusées par l'OMD, on l'a vu, mais elles n'ont une valeur juridique si à un moment donné, soit la douane, soit nous allons devant une juridiction pour défendre un dossier où la douane y va pour contester un classement qui aura été utilisé par une entreprise ou une déclaration en douane. Donc à ce moment-là, ce sont les notes explicatives communautaires qui sont utilisées. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que l'Union européenne interprète elle-même les notes explicatives du système harmonisé à la sauce communautaire. Les Américains font la même chose de leur côté. D'accord ? Donc, cette note explicative communautaire, on les retrouve dans RITA, on les retrouve dans TARIC. D'accord ? Par contre, elles ne reprennent pas tous les termes des notes qui sont émises par l'OMD. Ça veut dire que si on n'a pas les notes de l'OMD, on ne peut pas comprendre les notes explicatives communautaires. D'accord? Voilà. Et enfin, un autre outil qui existe, et on va l'évoquer maintenant, si on n'a pas la possibilité, malgré tous ces outils-là, de définir une espèce tarifaire, un classement donné pour le produit que je veux soit acheter, soit vendre, je peux faire appel à la douane en lui demandant qu'elle me classe le produit-là. Tout à fait. Et donc, on fera cette demande via un RTC, donc RTC pour renseignement tarifaire contraignant. C'est une demande que vous déposez au niveau de la douane quand effectivement vous êtes hésitant quant à votre produit pour diverses raisons, pour vous assurer de sécuriser ce classement. Donc, auparavant, ces demandes, elles étaient à déposer dans l'outil Soprano, mais depuis le mois de novembre 2024, donc c'est tout récent, les demandes, elles sont désormais à déposer sur le plan communautaire. Oui. Donc, à l'adresse, on vous a indiqué l'adresse. Pour les personnes qui n'auraient pas fait de demande récemment, sachez que ça se passe comme ça désormais. Oui, alors par contre, attention, pour pouvoir déposer sur le portail communautaire maintenant, il faut se faire enregistrer. Et donc, il faut se rapprocher
notamment de ce qu'on appelle le pôle d'activité économique, hein, dont on dépend. Donc, effectivement, il faut vous inscrire, si ce n'est pas déjà le cas, donc sur douane.gouv.fr. Donc, et donc, il faut disposer d'un compte certifié, comme vous disiez, par le PAE, Oui, et être habilité au service en ligne EBPI. voilà. Et ensuite, vous déposez, c'est quand même assez rapide, enfin, si on s'y prend suffisamment à l'avance. Alors, le délai officiel depuis le Code des douanes qui est paru en 2016, il est de 4 mois. C'est-à-dire que l'Union européenne a 4 mois au maximum, hein, pour rendre une réponse. En général, le temps moyen, médium, c'est 2 mois et demi à peu près, hein. Ça veut dire qu'il faut anticiper, hein, le sujet, évidemment. Quand on émet cette demande, donc sur le portail maintenant communautaire, si on est enregistré en France, c'est bien la douane française qui va nous répondre. Le portail communautaire, c'est l'enregistrement en fait, hein. Mais après, c'est retransmis en France pour la réponse. On peut être recontacté après derrière, alors via le portail, soit parce que la douane a besoin d'informations complémentaires, soit parce qu'ils veulent des schémas ou qu'on envoie un échantillon, pourquoi pas, hein, ça peut arriver aussi, bien évidemment. C'est bien de le joindre dès le départ, peut-être aussi. Alors si on peut, parce que oui, si c'est une machine, ça va être compliqué d'envoyer des Vous avez échantillons. en tête que des vêtements, Oui. des choses comme ça. C'est Oui. vrai que tout dépend du type de produit. Mais Voilà. Mais en tout cas, il faut transmettre des fiches techniques, ça c'est sûr, et des informations précises. Voilà. Et ce qu'il faut dire donc, c'est que cette réponse nous sera transmise en France par la douane française, effectivement, officiellement, d'accord. Et puis rappeler que ce RTC, il a une valeur juridique. Une fois qu'on l'a obtenu, on est obligé de respecter oui, c'est ce le RTC-là. contraignant, justement, Voilà. ça implique qu'on doit absolument utiliser La réponse qui a été transmise. Voilà. On n'a pas le choix, et donc pendant une durée de 3 ans. 3 ans maximum. Voilà. Alors, ce qu'il faut qu'on dise et qu'on rappelle sur ce sujet-là, puisqu'on parle de ce sujet-là, le RTC, il est valable 3 ans, mais sa validité peut s'arrêter avant. Premièrement, pourquoi? Parce que là, on est en train d'évoquer le sujet de l'espèce tarifaire. Ce sujet-là, il évolue régulièrement. Il y a des mises à jour qui se font. Alors, on peut peut-être rappeler les mises à jour, comment elles se font. Est-ce que vous pouvez nous le dire, Claire? En délai, l'OMD, elle le fait tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Voilà. Voilà. D'ailleurs, la prochaine qui va se mettre en place, la prochaine mise à jour de l'OMD, c'est en 2028. Donc, on a un peu de temps. Il y a eu un décalage d'1 an, en fait. Voilà, à cause de la crise sanitaire. Tout à fait. Voilà. Et puis, on a des mises à jour annuelles qui sont faites par l'Union européenne tous les ans. Tous les ans, D'accord. au niveau du 1er janvier, généralement. Voilà. Et donc, si notre RTC a été rendu l'année dernière, par exemple, et sur une nomenclature qui change début 2025, notre RTC n'est plus valable début 2025, en fait. Ça, c'est une première raison. Et après, il y a une autre raison qui existe et qui peut aussi intervenir, c'est le fait que, à un moment donné, au sein du territoire communautaire, il y a eu plusieurs réponses données pour le produit pour lequel on a fait une demande de RTC dans différents pays membres, et que ces réponses-là soient différentes. Pour un même produit. Pour un même produit. Et à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que l'Union européenne, soit d'elle-même, soit parce qu'elle est saisie par un État membre, soit parce que une entreprise monte au créneau et définit que elle a trouvé des classements pour son produit qui sont différents dans d'autres pays membres et que le classement qu'elle a récupéré, par exemple en France, lui est défavorable sur le plan fiscal, par exemple. Et à ce moment-là, elle peut saisir effectivement la commission. C'est rare, mais ça peut arriver. Et donc, on en arrive à notre avis de classement, justement. Oui, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la fameuse commission tarife qu'on a évoquée tout à l'heure,
Elle va travailler le sujet et elle va essayer d'harmoniser le sujet, c'est l'objectif. Et à un moment donné, elle va faire paraître par voie de règlement, par voie de journal officiel, elle va faire paraître un avis de classement, ce qu'on appelle un avis de classement. Cet avis de classement-là, ils paraissent au fil de l'eau, hein. Rien n'est prévu. C'est lorsque la commission travaille et lorsqu'elle a défini un classement douanier, elle le fait paraître, tout simplement. Et donc, si à un moment donné, lors de la parution d'un avis de classement qui concerne notre produit, la décision de l'Union européenne sur le classement est différente de la décision qui a été prise pour nous en France, par exemple, notre RTC deviendra également invalide avant le délai de 3 ans. Alors, on peut présenter cet avis de classement, d'abord, je disais qu'ils paraissent par voie de journal officiel, effectivement, mais ils sont très étayés hein, quand ils paraissent. On a pris un exemple précis oui. pour vous montrer un petit peu pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce type de document. Voilà. Donc ça, c'est un avis de classement qui a été publié très récemment, là, début décembre. Voilà, donc qui concerne des embouts de pipettes, un produit bien spécifique. Voilà, donc ça concerne effectivement des embouts qui se mettent souvent au bout de matériel qui vont permettre de définir des quantités de produits qui vont être délivrés. Alors, il s'est constitué de matière plastique en réalité, hein, je schématise, hein, d'accord. Il y a certainement eu des réponses différentes qui ont été rendues au sein du territoire communautaire pour ce type de produit-là. A priori, dans certains cas, c'était classé à partie pièces détachées de machines, les machines qui les utilisaient en fait, hein, d'accord. Et là, on voit que l'Union européenne a rendu une réponse non pas à partie et pièces détachées de machines, mais à partir de la matière constitutive de la matière. Là, ils rendent une réponse, alors c'est un peu technique, mais je vais décrire, suivant la position 39-26 et les matières plastiques autres, c'est-à-dire autres articles en matière plastique. Et vous voyez que dans la partie droite de l'avis de classement, ben, il y a toute la définition du classement donné qui a été rendue. D'une part, ils vont s'appuyer sur les fameuses 6 règles générales qu'on évoquait tout à l'heure, d'accord. Ils vont s'appuyer également sur les notes explicatives émises par l'OMD. Ils vont définir que le raisonnement du classement également, que ce matériel-là ne peut pas être classé en tant que matière de pièces détachées, pardon, de machines. Pourquoi? Parce que la machine sans la pipette, elle fonctionne quand même. Elle fonctionne mécaniquement, elle fonctionne de façon électrique, d'accord? Et que, en tant que tel, cet article-là, en plus, une fois qu'il est utilisé, il est jetable. Donc, ce n'est pas une pièce détachée qui va revenir sur la machine et qui va rester sur la machine. À partir de ce raisonnement-là, qui est un raisonnement qui peut être tenu, mais qui pourrait contredire aussi quelque part, hein, ben, l'Union européenne a décidé de trancher en disant que ce matériel-là est classé en fonction de la matière constitutive, donc autre article en matière plastique. Voilà, c'est un exemple, hein. Bien sûr, ça ne concerne que ce produit-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces avis de classement, par mois, il en est rendu environ une dizaine par mois, suivant les mois, hein, ça varie plus ou moins, et donc ça arrive régulièrement. On a dit tout à l'heure qu'au niveau du classement douanier, il y avait effectivement la gestion qui se faisait de façon harmonisée. Et au niveau communautaire, il y a des mises à jour tous les ans, on l'a vu. Alors, juste rappeler d'ailleurs que la mise à jour, elle paraît de façon officielle par la voie d'un règlement qui paraît tous les 31 octobre de chaque année. Donc, on peut anticiper le sujet concernant ces mises à jour. Oui. Voilà. Pour être prêt au 1er janvier. Voilà. En tout cas, pour donner une précision également, donc on le voit via cet avis de classement, c'est assez complexe. Donc, il y a certains produits qui vont se classer selon leur fonction, Oui. les produits qui sont repris nommément, Oui. et puis, comme dans cet exemple-là, des produits qui vont se classer plutôt en fonction de la matière constitutive. Oui, tout à fait. Alors, on voulait vous inviter à participer à un deuxième sondage pour vous demander à quelle fréquence vérifiez-vous le classement douanier de vos produits. Donc, A, une fois par an, B, jamais, C, lors d'un blocage en douane, ou D, vous êtes informé par votre prestataire de service.
Merci. Si on attend un blocage de douane, ça peut être un peu problématique. Oui, il vaut mieux pas attendre. Mais bon, on se rend compte que dans la pratique, c'est aussi par ce biais-là qu'à un moment donné, on sait qu'on s'est trompé. Et puis après, toute erreur est humaine. On peut aussi des fois faire tout simplement une erreur. Ah, bien Ça sûr. peut arriver, ou une erreur D'interprétation. d'interprétation également. Bien sûr. Donc, c'est toute la difficulté. Et puis, Alors, on a 34% pour la réponse A, une fois par an. D'accord. 26% pour la réponse D. Information, exactement. On a quand même 20% pour lors d'un blocage en douane. Oui. Et 17% pour la B, jamais. D'accord. 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 Alors, jamais, ça faut être. Non, pas du Alors, tout. oui. Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Juste dire qu'une fois par an, déjà, c'est très bien, puisqu'on a vu que la mise à jour, il y a des mises à jour tous les ans. Ça, on le sait. Donc, une fois par an, déjà, c'est très bien. Blocage en douane, on sait que dans la pratique, c'est souvent comme ça qu'on se rend compte qu'il y a un problème, effectivement, mais c'est dommage d'attendre ça. Et puis, effectivement, les RDE peuvent informer aussi des changements qui arrivent. Ben voilà. Pratiquer une veille de France, c'est bien. C'est bien de pratiquer aussi une veille en interne quand on le peut. Alors, il faut pratiquer une veille sur le sujet. Il faut anticiper le sujet du classement donné, c'est ce qu'il faut dire aussi. Mais la veille réglementaire, elle est obligatoire. On peut soit la gérer en interne, soit la sous-traiter, mais oui, c'est fondamental. Alors, les nouveautés pour 2025. Allez. Donc, effectivement, comme vous le disiez, on a eu des premières informations au mois d'octobre. Oui. Qui seront donc qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Donc, il y a plusieurs chapitres qui sont impactés cette année, 7 chapitres. Donc, on a le chapitre numéro 3 avec plusieurs positions douanières. Donc, position 0302, 0303, 0304, 0305. Donc, ça, c'est tout ce qui est poisson, donc c'est de l'alimentaire. Le chapitre 7 aussi, qui concerne l'alimentaire. Chapitre 27, qui concerne les huiles de pétrole. Et puis après, on a un autre chapitre, c'est le 29. Donc ça, le 29, c'est beaucoup de la chimie, en fait. Oui, Hein. tout à Voilà. fait. Oui. Ensuite, on a les engrais minéraux au chapitre 31. Alors ça, c'est important parce que les engrais, ils sont utilisés très, 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 très souvent. Oui. Et là, ça va impacter beaucoup d'entreprises, effectivement. Les 3 nomenclatures sont modifiées. Ensuite, le chapitre 44, donc c'est le bois de chauffage au 4401 et les panneaux de fibre de bois au 4411. Donc, la filière du bois, c'est sûr que c'est une filière qui est souvent qui est soumise à beaucoup de réglementations. Oui. Là, pour l'avenir, c'est une filière qui sera aussi impactée par le règlement européen contre la déforestation. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est par l'intermédiaire du code douanier qu'on va pouvoir voir si le produit est concerné. Si on est concerné, pas par la réglementation, absolument. Voilà. Ensuite, chapitre 85. Alors, le chapitre 85, je voudrais juste y revenir rapidement, très rapidement, mais c'est tout ce qui est matériel électrique, et machines et matériel électrique. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de changements. Oui. Il y a beaucoup, forcément, d'entreprises qui vont être concernées par le sujet. Très bien. Bon, en fait, juste rappeler que ça, c'est disponible depuis le 31 octobre, ces informations-là. Oui. Que, par contre, dans le règlement communautaire, il est paru les 8 premiers chiffres des changements. Et que, effectivement, au niveau national, il va y avoir un tableau de concordance qui va être mis en place par la douane française dans l'outil RITA. Ça ne devrait pas tarder, d'accord? Voilà. Et au niveau communautaire, il y a eu un tableau de concordance qui a été émis, mais il est compliqué à comprendre. Oui, il est compliqué à lire. En fait. Il est très compliqué à lire. Oui, c'est ça. Mais il existe depuis fin novembre. Après, ce n'est pas parce qu'on a une table de corrélation qu'il faut prendre automatiquement le code qui se trouve en place. Il faut vraiment aller lire le libellé, le nouveau libellé pour bien vérifier que celui-ci correspond à notre produit. Oui, la table de concordance, c'est qu'un outil pour aider les entreprises. Ça n'est pas une vérité. Et d'ailleurs, la douane ne s'engage pas sur le sujet. Ça veut dire que c'est aux entreprises de vérifier quelle sera la nouvelle nomenclature à utiliser. Et
en le vérifiant, on vérifie que dans la donne concordance, ça correspond à peu près. Mais on peut très bien décider de ne pas utiliser cette table de concordance parce qu'on estime que ce qu'il y a pris dedans, c'est faux par rapport à son produit, bien sûr. D'autant plus que quand il y a des nouveaux codes qui sont créés, souvent c'est pour rajouter des caractéristiques ou Ou de la statistique, ou de la fiscalité qui peut évoluer. Oui, ça peut changer beaucoup. Oui. Et rester prudent surtout sur le fait que bien choisir le code qui correspond et pas aller au... Oui. Pas choisir en fonction du taux de droit de douane. Oui. Être vraiment, essayer d'avoir une certaine objectivité et de répondre aux caractéristiques du produit et Oui. aller à Mais quand on parle montage, parce que ça peut coûter cher. Ah oui, c'est ça. Quand on parle de classement douanier, on va parler de réglementation, bien sûr, et on va parler d'interprétation de la réglementation, mais on ne peut pas dire qu'on va essayer de déterminer son classement douanier en fonction d'une fiscalité qui sera plus intéressante pour nous. Là, on dévie déjà et on prend des gros risques, bien évidemment. Tout à fait. D'amende et puis de contrôle et puis de contestation. oui. Oui. Et d'être un peu dans le collimateur aussi. Bien sûr. Donc, en conclusion de toute cette présentation, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est essentiel d'assurer une veille réglementaire. Oui, ça c'est évident. Qu'il faut mettre régulièrement à jour ces bases de données. Oui. Il faut vraiment contrôler. Attention aux automatismes aussi. Oui. Les personnes qui, des fois, prennent le code douanier d'un produit qui semble identique. Alors que... il y a des différences. En tout cas, pour la réglementation douanière, ce n'est pas un produit identique. Voilà, c'est ça. Et surtout, anticiper. Vraiment, ne pas s'y prendre au dernier moment parce que là, c'est sûr que c'est... Oui, le classement douanier, c'est un vrai sujet qui s'anticipe et qui s'anticipe souvent plusieurs mois avant les flux logistiques. C'est important. Et il ne peut pas se travailler à la dernière minute au moment où la marchandise arrive ou elle part. Ce n'est pas possible. D'abord, on risque de faire des erreurs parce qu'on veut aller vite et surtout, on prend des gros risques, effectivement, à travailler comme ça. On va peut-être s'arrêter là pour la présentation et puis répondre à vos questions. Rapidement. Nous avons combien de temps? Il me reste combien de temps pour présenter les questions? Une petite dizaine de minutes. On est très large. Alors, on a une première question. Le SH code peut-il évoluer dans la chaîne d'approvisionnement? Exemple, pour une brosse à cheveux en bois. D'abord un rondin de bois sous code SH, puis la brosse en tant que produit fini. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Si on parle de brosse à cheveux finie, terminée, ça va relever d'une nomenclature douanière. Par contre, si on parle d'une matière première qui va être importée pour fabriquer une brosse à cheveux, la matière qui va être importée, ça sera une matière première, ça ne se cassera pas à la brosse de cheveux. Ça va aller plutôt à boire. Enfin, il faut encore boire. Oui, voilà. Parce que là, je vois un rondin de bois. Oui, voilà. Le rondin de bois, il n'aura pas le même code douanier que la brosse produit fini. Oui, donc si on comprend bien la question, si on la traduit autrement, ça veut dire qu'au moment où on va déterminer le classement douanier, on va déterminer le classement douanier d'un produit lorsqu'il franchit une frontière dans l'état où il se trouve à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'il va servir à fabriquer une brosse à cheveux, si c'est juste un rondin de bois, qu'on va déclarer une brosse à cheveux. Moi, cette question, elle m'en inspire une autre, c'est le cas de produits finis dont on fait parfois, dont on importe parfois certaines pièces détachées. Attention là aussi, parce que si on importe la pièce détachée seule, elle n'aura peut-être pas forcément le même code douanier que si on a le produit entier. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça relèvera forcément d'une nomenclature différente. Alors, soit à pièces détachées, comme on l'a vu peut-être tout à l'heure, avec l'avis de classement qui était rendu, soit un autre classement. Mais oui, ça sera une pièce détachée. Alors, nous avons une deuxième question. Quelles sont les sanctions prévues en cas de mauvaise définition de la nomenclature? On a commencé à en parler tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les États ne communiquent pas sur le sujet de la typologie des sanctions. C'est interne, ce n'est pas diffusé au commerce. D'accord? Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas d'information, mais il n'y a pas de communication officielle sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, sur le territoire communautaire, il n'y a pas d'harmonisation communautaire
en cette matière, parce qu'on n'a pas d'harmonisation juridique au sein des territoires communautaires. Ça veut dire qu'en France, la typologie des contentieux douaniers est gérée par le Code des douanes national. Et en France, si on parle d'erreurs dans laquelle on reconnaît la bonne foi de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une erreur, et voilà, on n'a pas voulu frauder, tout simplement. La typologie, en règle générale, si cette erreur induit de la fiscalité à éluder des droits d'homme qui auraient dû être payés, par exemple, elle correspondra à peu près à 10% du montant des droits de douane qui ont été éludés. C'est un exemple. D'accord? Par contre, évidemment, si on est de mauvaise foi, là, la typologie, ça peut être très long. Il faut savoir que par le classement douanier, si on fraude vraiment, volontairement, et que la douane peut le prouver, ça relève du pénal. Oui. D'accord? Donc, c'est autre chose que l'amende douanière. Donc, ça peut aller très loin, évidemment. Alors, si une entreprise s'appuie sur son commissionnaire en douane pour définir la nomenclature, est-ce suffisant pour prouver la bonne foi de l'exportateur? Ça, c'est une question intéressante parce que il faut rappeler qu'en majorité, les prestataires en douane qui sont missionnés par les entreprises le sont juridiquement parlant dans le cadre de ce qu'on appelle la représentation directe. Représentation directe, ça veut dire qu'ils travaillent au nom et pour le compte de l'entreprise. Ça veut dire que concernant l'espèce tarifaire, la détermination de la nomenclature douanière, c'est l'entreprise qui doit donner l'information au commissionnaire et ce n'est pas le commissionnaire qui doit donner l'information à l'entreprise. Ça peut sembler bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité en termes de responsabilité. Donc, si jamais vous faites appel à un commissionnaire pour déterminer une nomenclature, ok, c'est possible, mais par contre, ne le faites pas comme ça à la volée, établissez un contrat qui définit des responsabilités à travers lequel le prestataire de service va engager sa responsabilité. Sinon, si c'est oral ou c'est juste comme ça, le RDO se retranchera derrière sa représentation directe. Une demande de RTC n'est-elle pas le meilleur moyen de s'assurer de la nomenclature d'un produit? Si, bien sûr. Alors, en tout cas, d'avoir une réponse officielle qui engage l'administration. Tout à fait. Mais par contre, dans les faits, quand on a des centaines, voire des milliers de produits, c'est compliqué de faire une demande de RTC de chacun. Absolument. C'est sûr que pour les produits les plus complexes, dès lors que vraiment vous n'arrivez pas à trancher, le plus prudent, évidemment, c'est de déposer cette demande. Oui. Donc, on nous demande avec un délai de retour qui peut prendre combien de temps? On l'a dit tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Alors, ces 4 mois, c'est le maximum. On va dire que le délai moyen, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Ça veut dire que ce sujet-là, on y revient, mais le sujet du classement douanier, ça s'anticipe. Et si on veut faire une demande de RTC, on est obligé d'anticiper plusieurs mois. On s'en rend compte. Oui. Et puis aussi, tout dépend si la douane revient vers nous pour poser des questions, pour avoir des détails sur les produits. Absolument, oui. Il y a encore une question sur les RTC. Cette année, notre demande de RTC nous est revenue au bout de 8 mois et nous considérons qu'elle ne correspond pas à notre produit. Quelles sont nos solutions? Alors, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le délai de 4 mois peut être dépassé à partir du moment où la douane fait appel à des laboratoires privés pour définir une composition, une matière, etc. Et à partir de là, elle va définir que la réponse du laboratoire privé, si elle dépasse les 4 mois, ce n'est pas de son fait, et donc elle n'est pas en faute. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on n'est pas d'accord avec la réponse qui nous a été transmise par la douane, on peut lui expliquer qu'on n'est pas d'accord, donc lui faire parvenir un désaccord, de façon officielle, par courrier, bien évidemment, il faut saisir la douane, bien sûr, officiellement. Et puis, si on n'est pas d'accord, il faut expliquer pourquoi on ne l'est pas, avec des éléments précis, soit au sujet du produit concerné, soit au sujet de l'interprétation de la réglementation, mais il va falloir présenter un dossier et motiver sa contestation, évidemment. Donc, une fois qu'on a transmis sa contestation, la douane l'enregistre, soit elle est d'accord, soit elle n'est pas d'accord. On a eu des cas, nous, que nous avons gérés pour le compte de certains clients, parce que nous, on est prestataires de services, où la douane a reconnu qu'elle s'était trompée, donc ça arrive. D'accord. Puis il y a des cas où elle dit non, on maintient notre classement et là, on ne peut plus rien faire.
L'important, c'est aussi de construire l'argumentaire au moment où on dépose la demande. Ah, si on conteste, il faut vraiment argumenter cette contestation. Donc, on a une autre question. Si nous avons posé une demande sur Soprano il y a 2 mois, est-ce que nous aurons un retour ou devons-nous refaire notre demande sur EBPI? Alors, cette demande-là, normalement, doit être transférée dans le portail communautaire. Faites attention, parce qu'on s'est rendu compte avec d'autres organisations qui ont été transférées comme ça sur le portail communautaire, notamment pour les autorisations de douanières, etc., qu'il y a des dossiers qui ont été perdus. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est de contacter le pôle d'activité économique dont vous dépendez et leur poser la question. Et ils vous répondront, soit ils vont vous dire, bah, refaites une demande sur le portail tout simplement, ou soit ils vont pouvoir vérifier que c'est transmis sur le portail communautaire. Et ils vous répondront officiellement à ce moment-là. Toujours, on a beaucoup de questions concernant les RTC. C'est bien. Quelqu'un nous demande si un RTC est gratuit. Alors oui, c'est gratuit de faire une demande. C'est gratuit. Alors, le seul cas où il peut y avoir quelque chose à payer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand la douane fait appel à un laboratoire privé. Parce que le laboratoire privé fait payer sa prestation et la douane répercute la prestation. Mais si ce n'est pas le cas, la douane ne fait rien payer, c'est toujours gratuit. Hein, les entreprises sont prévenues en amont quand, Oui. Alors, à partir du moment où il y a un laboratoire privé qui est saisi et qui a une facture, il y aura un message qui sera transmis à l'entreprise qui devra valider ce montant-là, en fait. Une autre question, peut-on avoir un accompagnement global pour définir les HS codes de tous nos imports? Alors, accompagnement global. Alors, c'est gérer la prestation pour accompagner les entreprises. Oui, c'est notre dernière question. On répond à la dernière question. Oui, bien sûr, on peut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut faire appel. Alors, nous, on vend cette prestation-là en tant que prestataire de service, d'accord? On la vend uniquement sur la prestation de détermination du classement douanier dans le cadre de contrats, etc. Oui, c'est possible. Bien. Alors, on nous fait signe en coulisses Oui. pour avancer. On avance. Donc, nous voulions vous rappeler, donc effectivement, donc, nous, on peut vous accompagner sur la détermination du classement douanier. On propose aussi des formations du classement douanier. Oui. Et puis, vous pouvez retrouver également dans les fondamentaux douaniers, notre formation des fondamentaux douaniers, on a une partie sur l'espèce tarifaire, en plus de la partie sur l'origine et sur la valeur en douane. Oui, donc il y a une date qui est prévue, donc le 14 janvier prochain. Dans cette formation-là, c'est les 3 fondamentaux, c'est l'espèce tarifaire, l'origine, la valeur en douane. Donc l'espèce tarifaire, bien sûr, est évoquée. Voilà. Et puis on a également une formation sensibilisation au règlement à la déforestation. Comme vous le disiez, ça des impératifs. Alors, oui, parce que ça c'est quelque chose qui se met en place, qui va impacter beaucoup d'entreprises. Donc là, il y a une formation qui est prévue le 21 janvier. Et le lien avec le sujet qu'on vient d'évoquer, c'est le sujet de l'espèce tarifaire. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour savoir si on est concerné par le sujet de la réglementation, il va falloir prendre le sujet de l'espèce tarifaire du produit qu'on va importer ou qu'on va vendre, parce que le sujet de la déforestation, ce sera l'achat, la vente, et c'est l'espèce tarifaire. Et donc, cette date du 21 janvier-là, c'est important pour vous d'essayer de venir suivre cette formation-là, parce que ça touche vraiment beaucoup d'industries, contrairement à ce qu'on pense, et pas que le bois, bien sûr. C'est tout ce qui découle du bois. Vous pouvez scanner en tout cas le QR code qui apparaît à l'écran si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations et sur toutes nos autres prestations. En tout cas, si vous avez d'autres questions, je suis désolée, on n'a pas eu le temps de répondre à l'ensemble des questions, mais vous pouvez nous contacter sans problème. Nous vous répondrons. Et puis, pour ce webinaire, nous vous disons bonne journée. À bientôt pour un prochain rendez-vous. Voilà. Oui. Et puis, on arrive